Si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer. Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce premier forum qui se tient dans le cadre de la consultation publique sur le projet de plan de protection et de mise en valeur du Vieux-Montréal, présenté par la Ville de Montréal. Mon nom est Louise Roy, je suis présidente de l'Office de consultation publique de Montréal et j'assumerai également la présidence de cette consultation. Permettez-moi de vous présenter mes collègues, membres de la commission de l'Office. À ma gauche, M. Bruno Bergeron, urbaniste d'expérience dans le domaine municipal. Il a été en outre président de l'Ordre des urbanistes du Québec. À ma droite, Viateur Chénard est avocat, spécialisé en droit immobilier. Il a été membre d'un grand bureau montréalais dans ce domaine pendant de nombreuses années et il est maintenant commissaire à l'Office depuis 2009. Monsieur Richard Brunel et Madame Stéphanie Wells, je ne sais pas très bien où ils sont, là, mais pas très loin, juste là-bas. Richard agira comme secrétaire de commission et Stéphanie comme analyste. Je voudrais aussi saluer les membres du conseil municipal qui sont avec nous aujourd'hui, et en particulier M. Richard Bergeron, qui, m'a-t-on dit, est quelque part dans la salle. Bonjour, M. Bergeron. Je voudrais aussi saluer la présence de M. Yves Lefebvre, qui est président du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Alors, bonjour, M. Lefebvre. Alors, comme à l'habitude, à l'Office, cette consultation se tiendra en deux phases. Une première phase qui débute aujourd'hui en est une d'information et d'échange. Elle prendra la forme de 3 forums thématiques où les représentants de la Ville de Montréal présenteront les grandes lignes de leurs propositions. Au cours de chacun de ces 3 forums, des panels formés de personnes ressources, spécialistes ou acteurs du milieu viendront faire part de leurs réflexions sur le terme concerné et tous les intéressés pourront alors poser des questions, faire part de préoccupations ou de commentaires. L'échange sera donc encouragé autour de l'avenir du Vieux-Montréal. Aujourd'hui, c'est le thème de notre colloque. Sur la cohabitation entre milieu de vie et destination touristique, voilà la thématique pour demain soir. Et sur les priorités d'aménagement et la gouvernance, c'est la thématique du 3e forum qui aura lieu le 29 janvier. Vous pouvez vous référer au petit dépliant programme. Là, il y en a plein à la sortie si vous voulez avoir les détails. Pour la première fois, l'OCPM retransmettra les 3 forums de sa consultation publique sur le web, en vidéo et en temps réel. J'en profite pour saluer les Montréalais qui ont fait le choix de suivre le forum d'aujourd'hui sur Internet. Vous pourrez émettre des commentaires et discuter avec les autres participants via la page Facebook de l'Office ou encore en utilisant le mot-clic, et là, normalement, voilà, il est à l'écran. Et c'est le mot-clic à utiliser pour pouvoir avoir accès à notre consultation sur Twitter. Pour les participants dans la salle, n'hésitez pas à consulter le personnel de l'Office responsable de l'animation de notre communauté web. Ils sont à l'arrière, là, un peu... bon, ils apparaissent, voilà. Et ils sont donc là pour vous donner des informations. Je voudrais signaler, au passage, on est très contents, il y a déjà 500 personnes qui ont répondu à notre questionnaire en ligne. Alors, vous voyez l'intérêt que suscite le Vieux-Montréal chez les Montréalais. On vient tout juste de commencer, le questionnaire a été mis en ligne à peine il y a quelques jours. Il y a déjà plus de 500 réponses. Donc, j'invite ceux qui nous écoutent sur le web, mais aussi, je vous invite à répondre au questionnaire en ligne. Je vous rappelle que, comme d'habitude, tous les échanges aujourd'hui seront transcrits et disponibles sur le site de l'Office. La deuxième phase de la consultation sera l'occasion de présenter devant la commission vos commentaires ou vos propositions sous forme de mémoire ou de présentation orale. Cette deuxième phase se tiendra à compter du 18 février prochain. Donc, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va vivre ensemble aujourd'hui? Cet après-midi, notre premier forum porte donc sur l'avenir en général du Vieux-Montréal, notre mémoire vivante, et sur la définition d'une personnalité pour lui. Vous le savez, le quartier a beaucoup changé depuis sa désignation comme arrondissement historique par le gouvernement du Québec.
3 400 résidents y habitent maintenant, une augmentation de 54 par rapport à 1996. 35 000 personnes y travaillent. De plus, le Vieux-Montréal accueille, bon an, mal an, plusieurs millions de visiteurs d'ici et d'ailleurs. Il est devenu la première destination touristique de Montréal. Le parc immobilier a profité d'investissements importants pour sa rénovation et son recyclage. De nouveaux bâtiments sont apparus. Plusieurs places publiques ont été réaménagées. Des monuments et des vestiges des anciennes fortifications, notamment, ont été restaurés. L'offre culturelle s'est développée, s'appuyant entre autres sur les musées, les galeries d'art, les établissements de design, les festivals. Quant à l'offre récréo-touristique, elle bénéficie grandement de la programmation d'activités de plus en plus variées au Vieux-Port, de la présence d'une infrastructure hôtelière de plus en plus sophistiquée et d'une gastronomie remarquable à bien des égards. Bref, on peut parler d'une renaissance du Vieux-Montréal par rapport à ce qu'il était au début des années 80. Avec la présentation de la Ville de Montréal de ce nouveau plan de conservation et de mise en valeur, nous vous proposons de réfléchir sur le ou les traits qui devraient dominer ou marquer pour l'avenir la personnalité du Vieux-Montréal, s'il en est, notamment dans le contexte où certains quartiers voisins sont en train de développer une identité forte. On peut penser au quartier des spectacles, on peut penser au quartier international de Montréal, au quartier de la santé qui s'en vient. On se rappellera que le Vieux-Port fait partie intégrante du site patrimonial du Vieux-Montréal et que la contribution de notre front de fleuve au caractère et à la qualité du Vieux-Montréal est essentielle. Pour cadrer le débat, je vous propose 4 questions que vous pourriez garder en tête. La première, qu'est-ce que le Vieux-Montréal a à offrir de particulier par rapport aux autres quartiers historiques au Québec, en Amérique du Nord ou ailleurs dans le monde? Quels sont ses potentiels? Quelle atmosphère particulière propose-t-il aux résidents, aux travailleurs, aux visiteurs? Deuxième question. Le Vieux-Montréal est tout à la fois un quartier patrimonial, un milieu de vie résidentiel et de travail, une cité administrative, un lieu de culte, un lieu d'affaires et de culture, un lieu d'activité récréative et de commerce, une destination touristique. Mais par-delà ces multiples facettes, de quelle personnalité souhaite-t-on le voir se doter pour la décennie qui s'en vient? Troisième question. Quels sont les liens à consolider, à créer entre le Vieux-Montréal et le Vieux-Port? Quatrième et dernière question. Comment le Vieux-Montréal devrait-il se positionner par rapport à d'autres quartiers limitrophes qui sont également en train de se forger une personnalité? Je viens tout juste de vous mentionner le quartier international, le quartier des spectacles, Griffintown, et bientôt le quartier de la santé. Alors, avec ces 4 questions en tête, laissez-moi d'entrée de jeu vous présenter Mme Marie Lessard. Marie est juste ici à côté. C'est elle qui va lancer la réflexion. Marie Lessard a présidé jusqu'à récemment le Conseil du patrimoine de Montréal. Elle est actuellement professeure titulaire à l'Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal. Elle nous fera part de ses réflexions sur les conditions susceptibles de permettre à un quartier historique d'être à la fois un lieu de mémoire et un quartier tourné vers l'avenir. Alors, Madame Lessard, la parole est à vous. Est-ce que quelqu'un peut venir aider Marie pour la partie technique de la chose? Voilà. François Robillard, conseiller du quartier. Bonjour, je suis honorée de faire cette conférence d'ouverture. Je vais m'asseoir parce qu'entre le PowerPoint et puis mes feuilles de papier, je risque de tout bousculer si je reste debout. De toute façon, c'est les images qu'il faut regarder et non pas moi. Alors, je m'excuse, mais je m'assois. Alors, je suis une Montréalaise de naissance et je fréquente le Vieux-Montréal depuis mon enfance. Mais professionnellement, sauf une thèse de doctorat que
que j'ai dirigé au tournant des années 2000 sur les effets structurants du Vieux-Port. Le Vieux-Montréal m'a surtout servi de point de repère pour des recherches et des ateliers que j'ai faits ailleurs, et en particulier au Mexique, dans les centres historiques au Mexique, surtout celui de Puebla, où je travaille depuis 20 ans et sur lequel j'ai même coécrit un livre, mais en espagnol, et de Trinidad et également du Honduras. Et paradoxalement, à titre de présidente du Conseil du patrimoine à partir de 2007, mis à part le projet de réhabilitation de la gare Vigée, j'ai peu eu l'occasion de scruter le Vieux-Montréal, d'abord parce que le mandat du Conseil était centré sur les grands projets, et aussi parce que j'avais le sentiment que notre intervention était plus utile ailleurs, parce qu'il semble y avoir tellement de monde qui s'occupe du Vieux-Montréal. La majorité des centres historiques... Je ne sais pas comment faire pour le... Attendez, peut-être... C'est pas avec les flèches, habituellement. Celle du bas. Celle du bas. Ah, avec ça? OK. Excusez, pourtant j'ai l'habitude, mais... Donc, la majorité des centres historiques que j'ai visités m'inspirent, et pour diverses raisons. Certes, peut-être à cause de mon identité professionnelle, c'est les caractéristiques physiques qui prédominent d'abord, qu'il s'agisse de l'architecture traditionnelle que viennent souvent mettre en valeur des restaurations soignées, par exemple dans les centres anciens de l'Europe de l'Ouest, ou encore le façadisme qui prévaut dans plusieurs centres coloniaux latino-américains, démontrant l'importance accordée à l'image urbaine, qui est une expression consacrée dans ces pays, ou le tissu organique, l'encadrement des espaces publics, la continuité urbaine et l'échelle humaine. Même délabrés, les centres historiques... Même délabrés, les centres historiques sont inspirants, d'autant plus que ce sont souvent les plus habités et les plus vivants. Cette question de la personnalité d'un centre historique réfère largement à son identité, accumulée à travers le temps, à travers son évolution. Pour y réfléchir, je me suis posé des questions sur la notion et la définition de centre historique, donc avec certaines références théoriques, mais que j'ai alimentées par des exemples concrets. Ces questions se reflètent dans le plan de mon exposé, qui est d'abord une réflexion sur la notion de centre historique, et ensuite les facteurs de définition et d'évolution du centre historique lui permettant de prendre sa place dans la vie urbaine contemporaine. D'abord des aspects territoriaux, ensuite le rôle dans l'agglomération, le centre historique comme quartier, l'offre touristique et, non la moindre finalement, la valeur patrimoniale. Bernard Gauthier, dans son dictionnaire sur le vocabulaire et la morphologie des espaces urbains, définit ainsi le centre historique. Un quartier ancien d'une agglomération correspondant généralement à son étendue antérieurement à la révolution industrielle et au secteur où étaient regroupés les principaux édifices commerciaux, religieux et administratifs. Il est caractérisé souvent par des rues étroites, un parcellaire très morcelé, des bâtiments anciens, une forte valeur symbolique. Il y a dans cette définition, qui rejoint celle de nombreux auteurs, plusieurs aspects objectifs qui réfèrent aux critères traditionnels de définition des valeurs patrimoniales, soit l'ancienneté, la présence d'édifices de prestige et une morphologie urbaine distincte. C'est pour cet ensemble de caractéristiques que ces centres sont reconnus comme patrimoine, que ce soit mondial, national ou local. Le Vieux-Montréal correspond à cette définition, à la fois lieu de fondation de la ville et aujourd'hui reconnu comme arrondissement historique d'importance nationale. Cette différenciation entre les centres anciens et les autres secteurs de la ville se manifeste par des caractéristiques morphologiques bien spécifiques, notamment une forte cohésion spatiale entre espaces construits et ouverts, faisant en sorte de créer une espèce d'intériorité d'espace public, au-delà des autres caractéristiques qu'on a vues dans la définition. Avec la notion de valeur symbolique à laquelle réfère Gauthier, on entre dans un registre plus empirique, plus perceptuel, qui réfère aux habitants, travailleurs ou visiteurs, pour qui l'expérience du centre historique revêt aussi une signification immatérielle.
Ainsi, du point de vue expérientiel, le centre historique serait un morceau de ville reconnu presque instinctivement comme ancien, différent du reste de la ville, et à qui on attribue une signification emblématique spéciale. Alors, j'entre maintenant dans les facteurs. Le premier facteur, la localisation, les frontières et la superficie. La localisation du centre historique, ses frontières et sa superficie constituent, oui, ce premier ensemble de facteurs. Le premier, la localisation. Beaucoup de villes sont construites au bord de l'eau, le long d'une rivière, à la rencontre de deux rivières ou encore sur le bord d'un lac ou d'un océan. Cela a des incidences sur le développement de la ville. Montréal s'est implanté au bord d'un grand fleuve qui en constitue ainsi une frontière, contrairement à des villes comme Paris, Rome et Lyon, par exemple, qui ont pu croître sur les deux rives. Comme beaucoup d'autres villes, Montréal a été une ville fortifiée. Comme d'autres aussi, ses murs ont été démolis. Toutefois, cette démolition n'a pas été comblée par un retissage de la ville, puisque l'autoroute Ville-Marie, à laquelle s'est ajoutée peu à peu une ceinture de stationnement, est venue perpétuer la rupture entre la vieille ville et la nouvelle. On arrive parfois à partir de l'eau, en plein cœur de la ville, où les diverses fonctions urbaines coexistent. Dans d'autres cas, le port est séparé de la ville à vivre qui se situe derrière, tout en faisant de Montréal une ville phare sur le plan portuaire, ferroviaire et industriel. La construction du port a coupé le Vieux-Montréal de sa relation au fleuve. La situation aurait pu être exacerbée par la construction d'une autoroute, projet envisagé dès les années 1948, qui heureusement ne s'est pas réalisé. Comme c'est... Bon, je vais aller trop vite. Comme c'est le cas de nombreux ports contigus au centre historique, la transformation du port en promenade est par ailleurs venue redonner une façade urbaine au Vieux-Montréal ainsi qu'un accès au fleuve. Cela a aussi eu pour effet d'en augmenter la fréquentation. On voit aussi d'autres exemples. Les usagers du Vieux-Port traversant le Vieux-Montréal pour s'y rendre. J'ai vraiment de la difficulté avec le... Bon. Enfin, la taille, en plus d'être coupé de la ville, le Vieux-Montréal est tout petit, 1 km². Comparé, par exemple, aux anciennes villes coloniales latino-américaines, on voit ici le cas de Puebla, qui est 7 km², et au centre historique des grandes villes européennes comme Paris, où la ville intramuros fait 35 km², et Rome, 51 km². La taille du centre historique doit par ailleurs être considérée en relation avec celle de l'ensemble de l'agglomération. Contrairement au Vieux-Montréal, par exemple, Avignon intramuros occupe une part relativement importante de la ville. En fait, je n'ai pas les superficies précises, mais on voit avec la diapositive à quel point ce centre est important. Ce premier ensemble de facteurs localisation excentrique, frontières marquées et territoire réduit, démontre un isolement physique du Vieux-Montréal qui en limite les potentialités comme entité urbaine, d'où une première question. Cet isolement est-il un atout, marquant la spécificité de ce lieu unique, ou au contraire, une contrainte, militant pour une meilleure intégration au territoire du centre-ville et de la ville? Un deuxième facteur permettant de réfléchir à l'identité du Vieux-Montréal est le rôle du centre historique dans son agglomération. Certains centres conservent leur centralité dans la ville contemporaine, alors que d'autres subissent les conséquences de la dispersion et de l'étalement des villes en périphérie. Manuel Castel signale qu'avant la période moderne, le centre des villes européennes était à la fois un espace géographique et un lieu où s'exerçait un certain nombre de fonctions vitales pour la cohésion de la cité. C'était le lieu du pouvoir, la place du marché et le lieu de la culture. Autrement dit, on retrouvait dans le même espace géographique les institutions régissant l'ordre social, un espace d'échange économique et un lieu de créativité et d'innovation. Peu à peu, toutefois, ces fonctions ont été dissociées dans l'espace, entraînant l'éclatement du centre-ville et la multiplication des lieux centraux. Mario Polèze a modélisé le phénomène d'évolution spatiale de la centralité.
Le premier modèle est la centralité consolidée, qui se manifeste par une continuité entre le lieu de naissance de la ville et le cœur moderne. Pollaez cite à cet égard les grandes villes européennes dont les centres ont été largement épargnés par la Seconde Guerre mondiale, comme Paris, Londres, Amsterdam et Venise. Le deuxième modèle est la centralité déplacée, conduisant parfois à la marginalité du vieux centre historique, comme c'est le cas du Vieux-Montréal, constate-t-il alors, c'était un article de 1995. D'ailleurs, déjà en 1974, André Corboz faisait ce diagnostic, incluant le Vieux-Montréal dans une catégorie de centres anciens qu'il désignait comme centres fossiles, que les affaires avaient désertés pour un quartier plus favorable. Ce constat est d'autant plus intéressant qu'il permet de voir combien le Vieux-Montréal, comme l'a signalé tout à l'heure Louise Roy, s'est repris en main depuis cette époque, pourtant pas lointaine, se redéveloppant et se réappropriant son tissu construit et ses espaces publics. Le troisième modèle, la centralité éclatée, au profit de plusieurs sous-centres, sans centre-ville dominant, entraîne également la marginalisation du vieux centre. Les distances sont trop longues, de sorte que la vieille ville prend de plus en plus l'allure d'un quartier isolé, loin de l'action moderne. C'est le modèle dominant aux États-Unis notamment, mais cela devient aussi dans les grandes métropoles d'autres pays. Pollaez cite le cas de Mexico, dont le centre historique n'est plus le cœur économique de la ville et où la vieille ville coloniale prend de plus en plus l'allure d'un quartier isolé, loin de l'action moderne. Cette dynamique n'est pas celle du Montréal d'aujourd'hui, mais si le centre-ville venait à perdre sa prépondérance, ce qui reste de centralité du Vieux-Montréal disparaîtrait sûrement. Par rapport à la typologie de Pollaez, on peut néanmoins constater que même les centres anciens consolidés ne sont souvent plus totalement centraux dans la vie urbaine. Par exemple, si le Paris intramuros reste le cœur culturel, politique et social, c'est le quartier de la Défense, à l'autre bout des Champs-Élysées, qui est devenu le centre économique. Ainsi, la décentralisation du Vieux-Montréal n'est pas exceptionnelle. On peut aussi constater que dans les cas où les centres historiques ont conservé leur rôle de centre-ville, comme dans les villes qui ne sont pas dans le circuit économique, la superposition des centralités n'est pas sans problème. Bien que ces centres conservent souvent leur qualité morphologique et restent très animés, les conditions d'habitat y sont généralement déplorables, ce qui exacerbe encore parfois des industries polluantes, comme on voit ici le cas de Marrakech, ou une cohabitation ville-port. Pour revenir au Vieux-Montréal, il est en effet une expression claire de la centralité déplacée. En effet, alors que le centre-ville de Montréal coïncida d'abord avec la place du marché près du fleuve, il fut ensuite déplacé sur la rue Saint-Jacques, siège de la finance. Un centre commercial s'est par la suite développé sur la rue Sainte-Catherine avec les grands magasins et le centre des affaires a continué à se déplacer vers l'ouest. L'hôtel de ville est cependant encore dans le centre historique ainsi qu'une partie de la fonction publique municipale. De plus, le Vieux-Montréal a su développer un autre type de centralité que je qualifierais de culturelle, avec un accroissement des musées et galeries d'art, boutiques de design, hôtels-boutiques et restaurants raffinés, uniques dans la métropole. Ces constats suggèrent une deuxième série de questions. Veut-on tirer davantage profit de la centralité politico-administrative du Vieux-Montréal en la consolidant, ou de manière plus métaphorique, en célébrant des événements de l'histoire politique sur ses places publiques ou en misant davantage sur l'interprétation et la commémoration, et veut-on conforter la nouvelle centralité culturelle? Le troisième facteur est le centre historique comme quartier. Si les symboles du pouvoir dans la ville et la métropole moderne se sont souvent déplacés dans de nouveaux centres, les centres historiques sont demeurés des quartiers résidentiels dans de nombreuses villes. C'est le cas de la majorité des villes des pays en développement, où le développement économique a été plus lent, mais aussi dans les pays et villes plus prospères, européens notamment. Au contraire, de ce côté-ci de l'Atlantique, le centre ancien de la majorité des villes états-uniennes et canadiennes a été complètement vidé de ses habitants. Par exemple, la population du Vieux-Montréal est passée de 2400 habitants en 1956 à 435 20 ans plus tard. Par ailleurs,
Alors que les conditions de vie s'étaient généralement détériorées dans les quartiers centraux, même encore habités et même dans les villes européennes, de nombreuses administrations locales tentent depuis les années 70 de réinscrire leurs centres anciens dans la dynamique du développement métropolitain contemporain. De plus, on peut constater que l'habitation joue un rôle stratégique dans ce renouveau. Montréal en est une éloquente démonstration, avec la réhabilitation de l'ancien faubourg industriel au Récollet et la reconstruction du faubourg Québec. La popularisation du Grand Vieux-Montréal est remontée à plus de 6 000 habitants. C'est néanmoins marginal dans le contexte montréalais, ces 6 000 personnes représentant en effet moins de 0,4 % de la population de la ville de Montréal, sans parler de l'agglomération. Par comparaison, le cas que je vous ai montré tout à l'heure, Avignon et Intramuros, avec ses 15 000 habitants, accueille 17 % de la population de la ville. Donc, le poids relatif est très peu important à Montréal. Si les efforts, tant publics que privés, ont fait en sorte de réintroduire l'habitation dans le Vieux-Montréal et même de construire un ensemble de logements communautaires et abordables dans le Faubourg Québec, la valeur foncière est toutefois très élevée, de sorte que la majorité des logements s'adressent à une clientèle, à une population aisée. Le revenu moyen des familles en 2009 était en effet de plus de 130 000 $ dans le Vieux-Montréal, ce qui représente 180 % du revenu montréalais. Cette situation n'est toutefois pas exceptionnelle dans la plupart des centres historiques valorisés et plus globalement dans le centre des grandes métropoles. La mixité sociale d'autrefois a fait progressivement place à une ségrégation socio-économique en faveur des mieux nantis. Les quartiers centraux sont ainsi de moins en moins accessibles financièrement à la classe moyenne et aux familles. Encore une fois, le Vieux-Montréal n'est pas une exception. Il ne suffit pas de créer un stock de logements pour faire du centre historique un quartier vivant. Ce dernier est non seulement constitué de logements, mais aussi d'équipements, services et commerces facilitant la vie quotidienne, comme on peut le voir sur les images devant vous. Dans les centres historiques où prédomine encore l'habitation, il y a des équipements et commerces locaux d'accompagnement, incluant des espaces publics de proximité. D'ailleurs, le marché Bon Secours a déjà été un marché public jusqu'en 1964 et jusqu'en 1968, il y avait une école dans le Vieux-Montréal. Consolider le centre ancien comme quartier demande ainsi des interventions en matière d'équipement, commerce et services de proximité. D'où une troisième question. Avec ces faubourgs, le Vieux-Montréal est en voie d'avoir une population suffisante pour devenir un vrai quartier. Favoriser une vie de quartier se ferait sûrement au détriment d'autres usages. Est-ce la personnalité que nous souhaitons donner au centre historique? Ça m'amène au quatrième facteur, le tourisme. Il sera certes abordé dans le prochain forum, mais on ne peut pas réfléchir à l'identité du Vieux-Montréal sans en parler. Pour Robinson et Picard, qui ont produit pour l'UNESCO une étude intitulée « Tourisme, culture et développement », voici ce que souhaitent les touristes. Pour les touristes, découvrir le patrimoine culturel, ce n'est pas simplement explorer le passé en général, mais plutôt le passé d'un peuple ou d'une communauté spécifique dans le contexte de leur vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement en visitant des monuments, mais également de façon plus subtile que les touristes découvrent le patrimoine culturel de leur lieu de destination, car l'héritage du passé imprègne bien les comportements et les pratiques d'aujourd'hui. En d'autres mots, le caractère distinctif d'un lieu serait dû à ses qualités comme milieu de vie au quotidien. Ce sont ces qualités qui feraient en sorte qu'un centre historique devienne une attraction pour les visiteurs. C'est ainsi que se crée une forme de tension entre le centre historique comme milieu de vie habité et vivant et l'attirance que ces conditions provoquent chez le touriste. Les centres historiques valorisés sont en effet d'abord souvent des territoires de transit et de passage pour les travailleurs, les visiteurs et les touristes, contrairement aux autres quartiers de la ville. La proportion d'habitants, de travailleurs qui vivent ailleurs et d'utilisateurs qui consomment les services et ressources du centre sans y habiter ni y travailler, comme les touristes, est d'ailleurs un bon indicateur permettant d'en qualifier la dynamique sociale. La présence intensive de visiteurs et leurs besoins en commerce, activités récréatives et stationnement
entraîne inévitablement des conflits d'usage entre le centre historique comme lieu de résidence et la fonction touristique. Au-delà des inconvénients pour la vie locale, les effets peuvent être aussi pervers pour la valeur patrimoniale des lieux. Le problème de la capacité portante est soulevé dans de nombreux écrits sur la question. Si une rue étroite a la capacité d'accommoder un certain nombre de personnes, la qualité des lieux se perd lorsqu'il y a trop de monde. À quel point peut-on dire qu'il y a surpopulation et qu'un lieu commence à perdre son attractivité? À Venise, par exemple, où la situation est certes extrême, on a identifié un nombre maximal idéal de personnes et même un nombre de personnes correspondant à une saturation physique où l'accès au pont est même alors fermé. La capacité portante touche aussi le nombre de boutiques, hôtels et services. Il faut équilibrer cette offre avec la taille et le caractère des lieux. J'ai parlé tout à l'heure de la petitesse de notre centre historique. En effet, tant la surpopulation qu'une offre excédentaire mènent à la réduction de l'intérêt du lieu et compromettent la qualité de l'environnement. Néanmoins, si le tourisme est devenu une industrie urbaine majeure, c'est parce qu'il est une ressource financière appréciable, tant en termes fiscaux que pour les musées, les commerces et l'industrie touristique. Il est même un atout pour la conservation et la mise en valeur des centres historiques, donnant notamment vie à des immeubles abandonnés. D'ailleurs, les organismes internationaux comme l'UNESCO, les gouvernements locaux, les musées, les hôteliers, les commerçants font tout pour encourager la fréquentation touristique, augmentant l'offre, assurément au détriment de la vie locale. Le cas de Venise est extrême, mais les centres des villes historiques européennes l'été sont sûrement difficiles pour les habitants. Il y a pourtant des villes qui semblent réussir à concilier lieu de vie et vocation touristique. Avignon Intramuros compte une population de 15 000 habitants, bien qu'elle soit éminemment touristique, surtout en juillet avec son festival de théâtre que j'ai fréquenté à quelques reprises et qui m'apparaissait invivable à la touriste que j'ai alors été. La cohabitation, à la fois avantageuse et contraignante, entre tourisme et lieux historiques, fait l'objet de toutes sortes d'études et de recommandations, notamment par l'UNESCO. Les pistes les plus souvent envisagées touchent la coordination et le dialogue entre les acteurs et la responsabilisation tant des collectivités locales que des touristes. Mais il n'y a pas de recette miracle. Ashworth et Tonbridge ont élaboré un modèle de ville touristico-historique que beaucoup d'auteurs ont d'ailleurs repris. J'attire votre attention sur le passage de la phase 3 à la phase 4. La troisième phase correspond à la centralité déplacée de Polèze que j'ai présentée tout à l'heure. La ville touristico-historique est créée par la valorisation de la ville ancienne qui fait de celle-ci une ressource économique importante, couplée à la consolidation du nouveau centre des affaires. Son épicentre est le secteur où les deux centres se rencontrent et qui contient une variété d'entreprises et de services touristiques. Dans la quatrième et dernière phase, l'accroissement de la demande pour des services touristiques crée de la pression en dehors de ces deux centres. On met en valeur des sites historiques encore inexploités et on offre alors des services touristiques dans ces nouveaux lieux, ce qui a pour effet de diminuer la pression sur le centre historique. Il s'ensuit plus de sites à visiter, une amélioration des services touristiques et un accroissement du nombre de touristes. C'est ainsi qu'une ville devient touristico-historique à part entière, selon Ashworth et Tonbridge. Certes, avec son centre ancien coincé entre ses nombreuses frontières et le Vieux-Port, dont il est le parvis pour bon nombre d'usagers, Montréal ne correspond pas parfaitement à ce modèle. Il y a assurément un meilleur arrimage à faire entre le Vieux-Montréal et les autres ressources culturelles et touristiques de la ville et de l'agglomération. Cette réflexion sur le tourisme renforce la nécessité d'inscrire la mise en valeur du centre ancien dans les politiques globales d'une ville. Se pose alors une quatrième question. Au-delà de l'amélioration de l'arrimage entre le Vieux-Montréal, le Vieux-Port et les autres quartiers montréalais, veut-on accroître l'offre touristique dans le Vieux-Montréal ou la modifier, lui donner une connotation encore plus spécifique, renforcer son image culturelle? Ceci m'amène au dernier facteur examiné, soit la valeur patrimoniale.
Comme on vient de voir, la place du centre historique dans la vie urbaine contemporaine dépend de l'évolution de son rôle dans le contexte urbain et métropolitain et de l'équilibre entre ses fonctions spécifiques. Un autre facteur décisif est d'ailleurs étroitement lié à son usage et son évolution comme lieu matériel et symbolique, ce que confirme la première définition que je vous avais donnée et que je rappelle ici, je ne la lirai pas, mais quartier ancien d'une agglomération caractérisée par des rues étroites, un parcellaire morcelé, des bâtiments anciens avec une forte valeur symbolique. Dans l'allégorie du patrimoine, où elle fait la genèse du patrimoine urbain, Françoise Choé réfère à 3 figures successives de la ville ancienne. La première est le centre mémorial. Celui-ci est un lieu édifié qui rappelle et fait revivre aujourd'hui la tonalité affective de son passé et permet d'affirmer au présent la longue durée d'une identité. Pour Ruskin au 19e siècle, le centre ancien est ainsi un objet de conservation. On ne doit pas le changer et on doit y vivre comme par le passé. Choé associe à camillocité, quelques décennies plus tard, à la fin du 19e siècle, le centre ancien comme figure historique ou muséale. Celle-ci réfère à l'espace ancien comme objet, support du savoir, de l'histoire et de l'histoire de l'art, et apprécié pour l'expérience esthétique qu'il procure. La conservation du centre historique repose ainsi sur une connaissance et un respect des règles qui enregistrent la composition pour assurer la continuité de cette expérience. Le centre historique a donc une valeur muséale, en ce qu'il faut en prendre soin pour faire face aux mesures de disparition qui le guettent, à ne pas confondre avec la notion de ville-musée ou de quartier-musée, qui était plutôt le centre mémorial. Enfin, pour Choé, inspiré ici par Giovannoni, il faut aussi que le centre ancien soit historial, c'est-à-dire engagé dans l'histoire en devenir. Plus concrètement, avec cette figure, on accorde simultanément une valeur muséale et une valeur d'usage aux centres anciens. On reconnaît que les modes de vie changent et que le centre historique doit être réutilisé de façon vivante pour éviter sa muséification. À cet égard, nonobstant l'équilibre fragile entre les vocations et usages du centre historique, la réhabilitation des nombreux centres qui s'étaient dégradés sous l'impact de l'étalement urbain a eu des effets assurément positifs sur leur intégration à la vie contemporaine, c'est-à-dire correspondant au centre historial de Françoise Choé. Et c'est notamment ce que permettent de constater ces jours-ci les bilans réalisés à l'occasion des 50 ans de la loi Malraux en France. Polyack note, par exemple, que le secteur sauvegardé de Bordeaux est devenu plus lisible et plus propre avec la restauration des immeubles de pierre, engendrant une nouvelle esthétique urbaine et un nouvel ordre urbain. Cette esthétique est renforcée par le travail fait sur les places, les parcours et le mobilier urbain qui a redonné de la lisibilité aux espaces de ces quartiers anciens et développé des espaces de rencontre, des points de repère dans l'organisation de l'ensemble. On peut donc souligner à juste titre, dit-elle, le phénomène de réappropriation qui accompagne la mise en valeur et le redéveloppement de ces quartiers. Sur un registre complémentaire, Pickard and the Thies conclut à partir d'une douzaine d'études de cas sur la gestion des centres historiques à travers le monde que l'identité des centres historiques repose sur 3 enjeux. Le premier est le respect pour la morphologie et la typologie. Il faut adapter les objectifs de la réhabilitation aux besoins de la vie moderne, tout en respectant les valeurs de la collectivité. Une fois que les lieux sont réhabilités, on doit pouvoir les reconnaître. Ce n'est pas seulement une question d'architecture. Les usages doivent être compatibles avec la morphologie et l'échelle de ces tissus. Il faut qu'ils se satisfassent d'espaces réduits et à l'échelle du milieu. Il ne faut pas qu'ils induisent des flux de population importants. Cela rejoint les mises en garde de Giovannoni au début tiers du XXe siècle. Les centres anciens ne peuvent être conservés et intégrés dans la vie contemporaine que si leur nouvelle destination est compatible avec leur morphologie et leur échelle. Leur patrimoine, disait-il, est adapté à l'usage résidentiel. Évidemment, on parlait d'une échelle modérée à cette époque.
et aux services de voisinage qui, s'ils restent dominants, peuvent par ailleurs cohabiter avec d'autres activités. Le deuxième enjeu est la priorité à accorder aux espaces publics dans la réhabilitation des centres historiques. Ceux-ci sont essentiels pour la qualité de vie dans un quartier et pour l'appropriation de leur milieu de vie par les habitants. Il faut en faire des espaces de rencontre pour les habitants et aussi les utiliser pour des fonctions civiques. À cet égard, la piétonisation de certaines rues a assurément un impact positif sur la qualité de vie. D'abord, lorsque les conditions morphologiques en font une condition nécessaire, comme en haut à gauche sur la diapositive, mais aussi simplement lorsqu'une forte fréquentation y est favorable. Elle doit par ailleurs s'accompagner de règles facilitant la circulation et le stationnement des véhicules de livraison et des voitures des résidents. Le troisième enjeu est la perception de l'architecture qu'ont les habitants de leur quartier. Si les gens s'identifient avec celle-ci, ils en deviennent les principaux défenseurs. À cet égard, dans sa réflexion sur la centralité, Pollès signalait que les habitants des villes coloniales africaines et asiatiques, par exemple, auraient une certaine distance culturelle par rapport au patrimoine bâti, hérité d'un autre peuple et non conçu pour eux. Une telle rupture culturelle peut en effet nuire à la valorisation du centre historique, ce qui n'est heureusement pas le cas du Vieux-Montréal. On n'est pas très éloigné de ceux qui nous ont conquis. Ces facteurs misant sur la valorisation des qualités identitaires d'un milieu, ils provoquent des débats animés sur le type d'intervention contemporaine susceptible de conforter et de respecter les valeurs patrimoniales d'un centre historique et les caractéristiques qui les incarnent. En effet, les règles d'insertion ne font pas l'unanimité et les experts de l'UNESCO, les spécialistes de la conservation du patrimoine et les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme sont loin de s'entendre sur ce qui est compatible. Par ailleurs, si les centres historiques font généralement l'objet de contrôles serrés des hauteurs, des implantations et des matériaux, on voit des gratte-ciels s'implanter à proximité. En effet, un regard sur les politiques relatives aux centres historiques permet de constater que si, d'une part, pour protéger ces centres, on a tendance à les zoner patrimoniaux, à en faire des quartiers musées, la ville mémoriale de Choé, d'autre part, on est beaucoup plus libéral sitôt passé la frontière, comme en a témoigné la récente controverse que je rappelle à l'écran autour de la tour Gazprom à Saint-Pétersbourg et beaucoup d'autres cas à Londres aussi, par exemple. Il y a un autre revers à la valorisation patrimoniale du centre historique. Choé signale que le développement de la valeur économique des centres anciens, notamment avec l'accroissement du tourisme, rend leur conservation difficile. En effet, si la consommation touristique semble préserver la valeur historico-muséale des villes anciennes, les industries touristico-culturelles doivent répondre à la demande. Ainsi, au lieu de contribuer à préserver les différences locales, elles tendent souvent à banaliser les quartiers historiques en leur imposant le commun dénominateur des équipements standards qui signent et signalent désormais les quartiers anciens, bacs à fleurs, lampadaires, pavements de fantaisie, échoppes artisanales et comptoirs de fast-food. Si les boutiques de T-shirts et les stands de crème glacée ne sont plus la norme dans le Vieux-Montréal, on notera néanmoins la banalisation de la rue de la Commune résultant de son rôle d'interface avec le Vieux-Port. On pourrait parler d'autres secteurs aussi, mais j'ai signalé celui-ci. Sur un autre registre, l'homogénéisation des centres historiques passe aussi par l'insertion de bâtiments sans référence au contexte local et d'équipements jugés stratégiques pour leur revitalisation, mais qui ont des impacts majeurs en termes de cohérence morphologique et de circulation et de stationnement. Je réfère en particulier au centre de congrès, trop souvent considéré comme la solution à la vitalisation des centres. On voit ici le cas de Puebla, où on a construit un centre historique, mais en même temps, on a valorisé un des lieux de création de la ville en mettant en valeur les vestiges archéologiques, mais où, oui, je finis presque, et où par la suite s'est ajouté un cinéma qui est venu un peu détruire cette qualité. Ce cinquième et dernier point soulève des questions importantes pour l'identité du Vieux-Montréal.
Celui-ci réussit-il à concilier des modes de vie contemporains avec la conservation de ses valeurs patrimoniales, associées notamment à sa morphologie, ses espaces publics et son architecture? Conserve-t-il son authenticité en début des demandes associées à la consommation touristique et récréotouristique? Bref, pour conclure, par rapport aux facteurs de définition d'un centre historique à la fois respectueux de sa valeur patrimoniale et intégré à la valeur contemporaine, à la vie urbaine contemporaine, le Vieux-Montréal a les caractéristiques suivantes: une localisation excentrique accentuée par des barrières, un petit territoire, une centralité traditionnelle réduite aux dimensions politico-administratives, mais heureusement supportée par une nouvelle centralité culturelle, une fonction résidentielle en croissance, mais peu de services et équipements locaux, une présence touristique accrue et souvent en conflit avec le quartier comme milieu de vie et avec sa valeur patrimoniale, et en contrepartie, toutefois, une valorisation collective de la morphologie urbaine, des espaces publics et de l'architecture. Le Vieux-Montréal peut-il être tout à la fois, comme Louise l'a indiqué dans son introduction, une place d'affaires, un lieu culturel remarquable, un milieu de vie, un site touristique majeur et un ensemble patrimonial exceptionnel? Je dois dire que je me méfie des spécialisations et encore plus des labels. Le Vieux-Montréal est d'abord la ville ancienne, de sorte que son identité passe avant tout par un équilibre entre les diverses fonctions urbaines. Je me permets, pour finir, par ailleurs, d'insister sur le rôle important joué par l'habitation dans l'intégration des centres anciens dans la vie urbaine contemporaine, compte tenu de sa compatibilité avec la morphologie de ces derniers. Merci. Lessard. Merci beaucoup, Mme Lessard. Pourriez-vous ramener à l'écran les caractéristiques du Vieux-Montréal? Il y en avait 5 ou 6, là, juste avant. Voilà. Alors, avant qu'on entende la présentation des représentants de la Ville de Montréal, je vous inviterai, ceux qui le souhaitent, à venir poser des questions à Mme Lessard. Il y a 2 micros ici. Alors, le temps que vous vous avanciez, hein, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui brise la glace. Alors, pensez-y, ne vous gênez pas. Alors, venez, madame. Peut-être une question pour vous, Madame Lessard. Par où est-ce qu'on va commencer à faire la discussion? Vous avez milité un peu pour l'équilibre des fonctions. Par contre, vous avez insisté aussi beaucoup sur la question de la centralité, puis le lien entre le cœur historique, mais aussi le cœur moderne. Juste vous lancer une première question qui est probablement extrêmement réductrice, mais quand même. Jusqu'à quel point faudrait-il que le vieux Montréal reste en contact, et là, il faudra voir quelle sorte de contact, avec le centre économique de Montréal, donc le milieu des affaires, le milieu économique, le centre-ville. Vous l'avez mentionné à un moment donné, on n'est pas très loin, mais en même temps, on est un peu isolé. Est-ce que c'est un élément qui est important dans la mesure où, par exemple, la cité administrative, l'hôtel de ville est déjà là, il y a une bonne partie du pouvoir qui s'exerce encore dans le Vieux-Montréal? Mais je pense qu'il est trop tard pour revenir à une certaine forme de centralité économique notamment, mais je pense que c'est un peu le constat que je faisais. Il y a sûrement, surtout avec la dimension culturelle, je trouvais que dimension culturelle et politique, ça quand même pouvait cohabiter. Alors, il y aurait peut-être... Parce que sur le plan des aménagements physiques, entre autres, on a beaucoup parlé de l'isolement du Vieux-Montréal, on a beaucoup parlé de la barrière que constituait l'autoroute Ville-Marie qui n'était pas recouverte. Est-ce que pour vous, ces considérations physiques-là sont d'importance quand on pense à l'avenir du Vieux-Montréal? Est-ce qu'il faut s'attaquer à ces problématiques-là pour essayer de recréer un centre historique, comme vous l'avez montré, il y a un diagramme là, qui avait l'air de permettre de réunir l'ensemble des fonctions. Est-ce que cette problématique-là est une problématique importante, physiquement parlant? Bien, c'est ce qui fait que le centre-ville est isolé. C'est à cause de ça. C'est sûr qu'il faut recréer des liens, mais c'est coûteux et pas facile à faire. Non, c'est évident. Il faut faire des choix. Mais je pense que c'est un des points majeurs. Oui, je pense que oui. Important. Alors, il y avait Madame. Vous voulez bien vous identifier, s'il vous plaît? Audrey Lapointe, je représente l'Association québécoise pour le tourisme équestre et l'équitation de loisirs. Ma question va porter sur le tourisme équestre en milieu urbain. D'habitude, on parle de cochers puis de calèches.
J'aimerais entendre votre opinion sur la valeur patrimoniale des calèches puis des cochers dans le Vieux-Montréal. Si ça a une importance qu'on devrait valoriser, utiliser davantage. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, c'est-à-dire pas plus que tout le monde dans la salle. C'est sûr que ça a toujours fait partie du Vieux-Montréal. C'était même... mais c'est un peu comme dans Griffintown et tout ça. Très franchement, j'ai pas d'avis intéressant à donner. Je pourrais bien vous donner mon avis personnel, mais j'ai rien de... Je m'excuse, mais j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Ça a des avantages et des désavantages, là. Je sais que... Mais je suis vraiment pas une spécialiste des chevaux. Vous avez un commentaire à passer, madame, là-dessus? Oui, sûrement. J'imagine? Oui. Oui? J'en aurais plein, mais en fait, je crois que c'est très intéressant pour la Ville de Montréal d'utiliser cette industrie-là pour valoriser le tourisme, pour valoriser les commerces. Je crois qu'il y a quelque chose à faire. Il y a déjà quelques personnes qui m'ont entendu là-dessus. Mais je me demandais, pour une experte comme vous, est-ce que la calèche a une valeur patrimoniale qu'il faut conserver? Je sais pas, mais on n'en voit pas beaucoup, hein. Je veux dire, je suis pas une experte de tous les centres historiques du monde, mais très franchement, c'est assez rare qu'on voit des chevaux dans les centres anciens. Genre, j'ai pas d'exemple en tête, même quelqu'un sait peut-être, mais... Alors... Il va falloir se poser la question jusqu'à quel point la calèche, par exemple, a une signification symbolique pour Montréal, on s'est posé la question dans Griffintown, je me souviens. Oui. Alors, peut-être que tout à l'heure, vous allez pouvoir y revenir, là, mais effectivement, est-ce que les calèches sont un élément symbolique important qui donne une personnalité au Vieux-Montréal, compte tenu de notre histoire, compte tenu de la présence, de l'importance, par exemple, que le cheval a pu avoir dans les transports à une certaine époque? Et aussi, il y a plein de façons de se projeter dans l'avenir avec les chevaux. Puis je parlerai aussi de tourisme équestre en milieu urbain afin de peut-être moderniser l'appellation puis faire appel à des nouveaux référents avec les chevaux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, ensuite madame, et puis madame derrière. Bonjour. En fait, deux questions, l'une dans l'autre. Vous voulez vous identifier? Oui, je m'appelle Alexis Kronstrom-Richard. Je suis étudiant à l'UQAM, ici pas très loin. Mm-hmm. Alors, en fait, à partir des caractéristiques que vous nous avez données du Vieux-Montréal, à quelle autre ville pourrait-on se comparer à l'international? Et si on pouvait se comparer à certaines autres villes, desquelles pourrait-on s'inspirer dans notre réflexion? Bien, j'ai d'abord commencé à ça, parce que c'est un peu ce que Louise Roy m'avait demandé de faire, mais je trouve que la ville à laquelle elle ressemble le plus, c'est le Vieux-Québec, mais c'est pas très original de dire ça. Mais effectivement, je connais pas de centre historique qui ressemble vraiment au Vieux-Montréal. C'est pour ça que j'ai essayé de montrer un peu sûrement en termes d'usage, mais en termes de site, de dimension, avec toutes ces barrières autour, et puis, j'ai pas voulu... Moi, je pense qu'il faut partir des caractéristiques d'un lieu. Oui, on peut y aller... En fait, les images passaient peut-être vite, mais... S'inspirer. C'est pour ça que j'utilise l'expression « s'inspirer ». Ben, ça dépend à quel... J'ai montré différents centres en montrant les particularités de chacun, mais je pense pas qu'il y ait une ville dont on pourrait s'inspirer. Je veux dire, c'est sûr que j'aime beaucoup, moi, les villes vivantes avec l'habitation, parce que je trouve que, un peu comme la définition du tourisme que je montrais, puis que j'ai trouvé, en fait, ce qu'aiment les touristes dans une ville, mais c'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des touristes qui aiment ça se retrouver entre touristes, ça dépend des types de touristes, mais vous parliez de Québec. Moi, je viens de la région de Québec, je connais bien le Vieux-Québec. Effectivement, je trouve qu'il y a des erreurs qui ont été commises dans le Vieux-Québec, dont vous avez vraiment parlé aujourd'hui. Il semble qu'il y a de moins en moins. Le retour des habitants commence, mais il est difficile. Quoi qu'il semble qu'il y ait des outils qui ont été mis en place pour privilégier les jeunes sur le plan financier. Là, on m'a parlé de ça, oui. Oui. Et c'est une erreur? Non, au contraire. Bon. Non. D'accord. Merci beaucoup. Bon, alors, il va falloir revenir aux images. La présentation de Mme Lessard va se retrouver sur le site Internet de l'Office. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations que vous avez données là, qui sont arrivées tout d'un coup. Alors, il va peut-être falloir y revenir un peu pour l'assumer, l'assimiler. Oui, madame. Oui, bonjour. Mon nom est Catherine Archambault. Je suis propriétaire d'un café, le Café Terrasse chez Catherine, sur la rue de la Commune, pas loin de la rue Saint-Laurent. Et ça fait déjà 2 ans que je suis propriétaire. Je me promène tout l'été
à arpenter les rues, à voir un peu ce qui se passe. J'ai voyagé beaucoup aussi, je vois un peu ce qui se passe à travers différentes villes à travers le monde. Puis mon constat, vraiment, quand je reçois des clients chez moi au commerce, c'est toujours la même question. Les gens me demandent toujours qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et pour revenir un petit peu aux calèches de tantôt, moi, je trouve beaucoup que le côté de la calèche, j'en ai vu dans plusieurs grandes villes du monde, puis je trouve qu'à Montréal, les calèches ne sont pas assez représentatives du Vieux-Montréal. Souvent, c'est une calèche qui est un peu délabrée, qui est un peu... les gens, les cochers, je trouve qu'ils sont un peu négligés, puis c'est pas pour pointer du doigt, là, mais pour avoir voyagé pas mal, même dans le Vieux-Genève, les gens ont un costume un peu traditionnel de la place. Aux États-Unis aussi, quand on va à Boston et tout ça, il y a différents endroits, les gens ont un peu la tête de l'emploi, là, si je peux dire. Puis à plusieurs reprises, j'ai vu des trucs qui me choquaient un peu parce que je me disais, les gens, comme vous avez dit tantôt, le Vieux-Montréal, c'est l'endroit touristique numéro 1 à Montréal. Alors les gens débarquent ici, ils veulent voir c'est quoi le Québec, pourquoi on vit au Québec, pourquoi on parle français ici. Puis souvent, c'est représenté par des choses, je trouve, qui sont un peu discordantes par rapport à l'histoire, par rapport à... On a tellement un côté culturel assez riche. Puis là, je voulais vous entendre par rapport à ça, justement. Qu'est-ce que vous pensez de tout le côté culturel qui est représenté dans les rues avec, la musique, par exemple, sur la place Jacques-Cartier, il y a des musiciens un peu partout. Est-ce que vous trouvez que ça représente bien notre patrimoine, notre histoire de Montréal? Parce que moi, je trouve que vraiment, je trouve qu'il y a un manque par rapport à ça. Quand on va, par exemple, en Bavière, on va à Munich, bien moi, je vais là parce que je veux voir des gens habillés de façon traditionnelle, puis on va à Paris, puis c'est une autre façon de faire, puis on va... un peu partout dans le monde. Puis je trouve qu'il manque à Montréal cette espèce de côté culturel qu'on essaie de ressembler à tout le monde, mais en même temps, c'est quoi notre identité? Puis je trouve que le Vieux-Montréal, c'est une belle plateforme pour le présenter, ça. Mais est-ce que vous parlez de l'identité, quand vous parlez d'identité, vous référez-vous surtout au passé, au présent? Bien, en fait... Parce que vous parlez des calèches, vous parlez d'habits d'époque, vous parlez... Sans tomber dans le cliché, mais je trouve qu'on ne représente pas assez, je trouve que c'est pas assez voyant qu'on est dans le Vieux-Montréal. Bon, oui, il y a les vieux bâtiments, là, mais les gens qui viennent dans le Vieux-Montréal, il y a des milliers de personnes qui viennent. La musique qu'on entend, puis là, c'est juste une référence comme ça, là, mais souvent, ça va être des gens qui vont jouer de la flûte du Pérou, tu sais. Souvent, ils sont super talentueux, j'ai rien à dire, puis je trouve ça très bon. Sauf que moi, quand je viens, par exemple, je comprends toujours le coin de la Bavière, parce que je trouve qu'ils sont très, très... typiques de leur coin. Je veux dire, moi, quand je vais aller au Pérou, j'ai écouté de la musique du Pérou. J'ai pas envie d'écouter de la musique du Québec. Là. Je veux dire, c'est le Pérou, c'est le Pérou. Puis à Montréal, qu'est-ce qu'on ressemble? OK. Vous parlez beaucoup des événements dans les rues, plus que ça, des événements dans les rues, ça dépend de toutes sortes du hasard, en fait, des circonstances, mais... C'est le caractère festif, le lieu de fête, mais par opposition mais il faut faire attention aussi. Vous dites, je ne veux pas tomber dans la caricature, mais il ne faudrait pas non plus aussi... le Vieux-Montréal, c'est aussi un milieu de vie contemporain. Pourquoi faudrait-il absolument... je suis moins... Parce que, justement, le Vieux-Montréal, c'est le Vieux-Montréal. Quand on va dans le Vieux-Genève, bon, c'est le Vieux-Genève. Quand on va dans les vieilles villes, ça j'ai pas la même lecture que vous du Vieux-Genève, mais en tout cas, oui. Mais c'est la partie vieux, là, qui devrait apparaître un peu plus. Non, je sais, mais le centre-ville de Montréal, c'est une chose, c'est très... c'est un autre... on le voit complètement que c'est très différent. Mais je trouve que le Vieux-Montréal, quand les touristes débarquent ici, on me demande même... est-ce qu'on peut écouter de la musique québécoise? Bon, on va aller aux Deux-Pierrots, mais à part de ça, je trouve que ça se ressent pas. C'est plusieurs personnes qui me font le commentaire. Alors moi, c'est trop moderne, c'est pas assez vieux. C'est trop moderne, c'est pas assez vieux. C'est pas assez québécois. C'est pas assez québécois, mais la partie vieux, est-ce qu'elle est importante? Ça pourrait être québécois moderne. C'est pas l'opposition. Est-ce que vous faites une opposition entre ce qu'on montre pas du tout. De notre histoire? Mais je fais juste dire que je trouve que dans le Vieux-Montréal, je vais juste voir par rapport avec Mme Messard, justement, est-ce que vous trouvez que le côté culturel, le côté... québécois. Est-ce que ça transpire le Québec, le Québécois d'origine, vu qu'on est dans le Vieux-Montréal? Est-ce que vous trouvez que ça sauf dans certains événements, où effectivement, là, il y a des événements particuliers là, de bouffe, etc. Mais c'est vrai que de façon générale, c'est plus cosmopolite, festif, international, comme vous dites. Oui, je comprends votre point de vue.
Puis est-ce que ça serait important que le quartier historique reflète mieux la culture québécoise? J'ai l'impression que si on prend le point de vue des touristes, d'après ce que dit Madame, ça serait si on prend le point de vue touristique, enfin, il y a plusieurs points de vue. J'ai un autre petit point. J'ai travaillé pour la Délégation générale du Québec à Paris, puis là-bas, quand on fait des démonstrations publiques, le Québec qu'on voit ici, c'est pas du tout ce qui est présenté là-bas. Là. C'est vraiment la chemise à carreaux, là, tout ce qu'on connaît. La cabane au Canada, oui. C'est vraiment ça. Puis moi-même, ça me disait, mon Dieu, c'est vraiment... Puis là, on arrive ici, puis c'est pas que je vais tomber là-dedans, mais on le retrouve pas vraiment. Tu sais, quelqu'un qui vient à Montréal, à moins tu sais, d'aller dans je sais pas trop où, là, mais c'est ce qui est véhiculé, les touristes, ce qu'ils se font vendre dans leur coin, c'est pas du tout ce qu'ils voient rendu ici. Donc, en tout cas, ça serait juste de voir un peu... On va avoir l'occasion d'entendre tout à l'heure Monsieur Archambault de Arsenault, de la chaire Transat, qui va nous parler de sa vision à lui des quartiers touristiques, des conditions pour faire en sorte que l'offre touristique le quartier soit intéressant pour les touristes. Hein? On peut le qualifier comme ça. Là. Alors, je pense que la discussion pourra reprendre à ce moment-là. Madame. Oui, Rita Randavino, Montréal, Ville de Montréal. Il y a l'élément, vous avez parlé de saison avec le Festival Avignon, mais la notion de saison et d'hiver à Montréal est une composante essentielle parce que ça se vide à partir du mois d'octobre et ça reprend au printemps. Et le lien aussi avec le fait que le mode de vie a changé. On a déplacé Montréal, mais on a mis le centre-ville, mais on a mis l'emphase sur les réseaux souterrains. Alors, dans les exemples que vous avez donnés, vous parlez d'utilisation, piétonisation des rues, mais comment amener les gens à accepter de se promener dehors en hiver. Alors, c'est un élément qu'il faudra garder. Jusqu'à quel point la saisonnalité est important, contrainte. puis comment la gérer et intéresser les gens. Sinon, on va travailler seulement pour 6 mois et non pas de reste. Non, vous avez raison. J'avais commencé à dire quelque chose, puis je trouvais que ça m'amenait trop loin. J'ai un peu négligé ce facteur, oui. Mais c'est important jusqu'à quel point? Mais je trouve que d'une certaine manière, le Vieux-Montréal se vit bien mieux l'hiver que des quartiers de banlieue, hein, parce que la morphologie fait en sorte qu'il fait moins froid puis moins de vent. Mais effectivement, il ne faut pas trop se promener en voiture si on va essayer de se trouver des places de stationnement. Là, je comprends que c'est aussi cet aspect-là. Monsieur. Bonjour. J'ai été le porte-parole... Vous voulez vous identifier? Oui, Vincent Di Candido. J'étais le porte-parole de la mise en place de la SDC du Vieux-Montréal, l'ancien président des commerçants, et je suis journaliste Éco-Montréal. En fait, évidemment, ça peut être trop long de dévoiler tout le projet et des suggestions qu'on pourrait vous faire. Je me réserve aussi pour le 18 février. Vous avez parlé du 18 février. Oui, puis on va entendre les gens de la ville dans 5-10 minutes. Là. Voilà, je vous ai soumis malgré tout un rapport que vous avez le loisir de regarder. Moi, je pense que dans le Vieux-Montréal, ça fait depuis très longtemps. D'ailleurs, en 2004, en passant, le mois de décembre, si je me souviens bien, j'avais participé à la même commission. J'avais laissé un mémoire au nom des commerçants du Vieux-Montréal. Malheureusement, il y a bien des choses qu'on a mis de côté pour toutes sortes de raisons. J'espère que cette fois-ci, la Commission ira un peu plus loin et ne se contentera pas de prendre toutes sortes d'analyses et mettre de côté sous les tablettes. C'était pas nous, là, je sais. Non, mais je vise personne en particulier. Les circonstances ont fait que c'était comme ça. Je pense qu'il faut considérer déjà le Vieux-Montréal comme un grand patrimoine. Le Vieux-Montréal, c'est le vestige archéologique le plus important au Canada. D'ailleurs, à la ville de Montréal même, parmi à peu près 1000 choses répertoriées depuis 2000 ans, c'est-à-dire des Amérindiennes et d'autres, et les colonies françaises et autres, les 2/3 viennent du Vieux-Montréal. Il y a des lacunes, c'est évident. On a subi beaucoup de choses, particulièrement en hiver. Chacun il s'aperçoit que l'hiver, le Vieux-Montréal, c'est désert. Québec a compris cette chose-là. Le Vieux-Montréal, d'ailleurs, par le passé, si on se réfère au fin 18e, avait le château de glace qui est devenu, après, a été déplacé à Saint-Paul, Minnesota. Par la suite, dans les années 50, c'est la ville de Québec qui a récupéré. Ça, c'est
en même temps, le Vieux-Montréal, il n'y a pas d'identité comme telle, malgré qu'on a beaucoup d'atouts. Par exemple, il y a 4 musées, ce qui est très important. On a d'autres atouts très importants, mais il n'y a pas d'identité comme telle. Vous allez à beaucoup de villes, un exemple Lyon, Grenoble ou d'autres villes semblables, où on a carrément transformé certains vieux quartiers par la rénovation dont la ville et les résidents ou ceux qui sont dans ces endroits-là ont participé au coup, étalé sur plusieurs années. Donc, le Vieux-Montréal, je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, j'avais fait instaurer avec la collaboration de la Ville de Montréal le programme POC, Plan Opération Commerce. Et ça a donné beaucoup de résultats d'amélioration. Mais par la suite, faute de budget, on a aussi abandonné. Vous n'avez aucune identité. Vous allez dans des villes comme Paris ou autres, vous avez des bâtiments qui sont identifiés d'IVQ. Or, ici, malgré tout, on ne trouve pas la moindre plaque de bâtiment de reconnaissance qui a vécu, de quelle année, et ainsi de suite. Le problème de la signalisation nous a beaucoup, puis de l'interprétation nous a été beaucoup... Écoutez, même ici même, je vais vous donner un exemple. Je me souviens qu'il y a à peu près 4-5 ans, on a fait une conférence de presse pour placer une plaque identitaire du marché Bon Secours. Je l'attends toujours qu'elle soit placée, mais on a fait une conférence de presse pour ça. Donc, pour vous dire, les lacunes s'accumulent. Le Vieux-Montréal a un potentiel énorme pour faire des activités en hiver. Dernièrement, j'ai rencontré l'ancien maire Tremblay, dont je lui avais soumis plusieurs projets qu'il trouvait très intéressants. Je ne parle pas juste des châteaux de glace. Même par le passé, il y a eu des activités comme les retrouvailles, d'autres événements ludiques pour le Vieux-Montréal en hiver, et que ça a très bien fonctionné. Alors, il me semble qu'il y a beaucoup à faire. Oui. Encore une fois, je ne veux pas m'élaborer très longtemps, là, parce que le 18 février, je vais vous donner le document nécessaire. Mais je pense qu'il faut considérer le Vieux-Montréal beaucoup plus avec attention, peut-être même de créer un certain comité, pas très gros, parce que plus c'est grand, plus ça traîne, mais de compétences qui pourraient vous soumettre certaines choses qui peuvent être intéressantes. D'accord. On va voir de toute façon ce que la Ville aussi a proposé dans son nouveau plan. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Bergeron, vous aviez une question? Un peu de son pour monsieur Bergeron? Oui, allô? Vous êtes un peu déclaré à l'encontre du trend pour le Vieux-Montréal, des trends en général, c'est-à-dire de donner une vocation particulière. Le Vieux-Montréal est entouré de quartiers maintenant qui ont des identités propres. Pensons à la Cité internationale, la Cité des affaires Griffintown qui se veut, la Cité de l'innovation, le quartier des spectacles, le nouveau quartier de la santé. Est-ce que le Vieux-Montréal souffre ou tire profit de ces quartiers qui ont de plus en plus une identité marquée autour du Vieux-Montréal? Je pense qu'il en a profité un peu parce que ça l'a un peu désengorgé. Là. Il était jadis le théâtre de beaucoup plus de manifestations. À mon avis, il est déjà pas mal achalandé, alors je pense pas qu'il en souffre. C'est sûr qu'il y a la question des liens, là, parce qu'au fond, on veut que les gens puissent se promener de façon plus organique et c'est compliqué de se rendre au Vieux-Montréal. Mais c'est pas parce qu'il y a un quartier des spectacles ou un quartier international ou un quartier... je trouve pas, moi, que ça dénature... Et peut-être pour reprendre la dernière question de monsieur ou de l'intervention de monsieur, est-ce que du point de vue de l'interprétation historique, vous avez l'impression que le quartier... Oui, bien ça, on pourrait faire plus, hein, mais en général, à Montréal, sur le plan de l'interprétation, là, il y a encore beaucoup... Donnez-nous un exemple de ce qu'on pourrait faire de plus, d'après vous. Bien, justement, les plaques, les explications sur le nom des rues, etc. Là, il y a des endroits. J'ai même vu à Berlin quelque chose d'intéressant. C'était une espèce de maquette en bronze où qu'on accompagnait d'explications. C'était donc assez surélevé pour que ça ne soit pas enneigé et en même temps à l'échelle facile et solide. Hein, on fait quoi que le bronze ici? On a des problèmes, je pense. Là, mais
on se fait voler. Oui. Alors, ce serait l'idée d'avoir... plus d'interprétation, mais je pense que c'est la voie. La Ville semble y réfléchir. Des propositions à ce sujet-là. Alors, écoutez, merci infiniment, Mme Lessard. Et, oui, monsieur, vous allez être notre dernier intervenant pour Mme Lessard, parce qu'ensuite, on passe à la Ville. Oui. Merci. Mon nom est Patrick Salin. Je voudrais aller un petit peu plus loin que l'intervention de la dame qui m'a précédé. Je suis copropriétaire dans le Vieux-Montréal depuis une trentaine d'années, donc j'ai vu pas mal de choses passer. J'ai été résident du Vieux-Montréal pendant à peu près 15 ans. J'ai été très impliqué il y a exactement 20 ans, donc en 93, dans la controverse de Faubourg-Québec. Et j'ai été surpris d'entendre madame tout à l'heure, conférencière, qui nous a dit que ça se développait, et elle a cité Faubourg-Québec. Je crois que Faubourg-Québec est l'exemple parfait du projet catastrophique qui a contribué à déglinguer l'héritage historique du Vieux-Montréal. Et je vais aller plus loin que madame tout à l'heure. Personnellement, je suis très choqué de voir qu'on a de la difficulté à Montréal et dans le Vieux-Montréal à affirmer une évidence qui crève les yeux de tous les touristes qui viennent ici. C'est que l'identité première du Vieux-Montréal, c'est la Nouvelle-France. C'est le Montréal des Français. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. La réalité, l'identité première du Vieux-Montréal, ce n'est pas le faubourg terrible, horrible que l'on maintient. Ce n'est pas ça l'identité première du Vieux-Montréal. Et c'est ce que les gens viennent chercher, les touristes qui viennent. Ils ne viennent pas chercher la flûte de Pan dont parlait madame tout à l'heure. Ils ne viennent pas chercher les t-shirts. Alors je ne veux pas en dire beaucoup parce que je trouve que depuis 20 ans, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je suis assez déçu. Voilà. Alors, M. de Candido a parfaitement raison. Il n'y a aucune plaque historique. Il y a un tas de trucs à rappeler dans le Vieux-Montréal. Puis c'est ça que les gens vont lire. Moi, j'ai l'habitude d'un tas de vieux quartiers historiques aux États-Unis, en Europe. Mais c'est ça qu'on va chercher dans les quartiers historiques. On ne va pas chercher les boutiques peut-être les boutiques de souvenirs, les trucs où on va acheter du sirop d'érable. C'est bien, c'est sympathique, la culture québécoise. Mais la racine, c'est ce que je viens de dire. C'est ça que les gens viennent chercher ici. Je vous remercie. Alors, merci. Gardons ça en tête. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans le Vieux-Montréal? Hein? Vous allez voir, nos panélistes vont nous en parler aussi. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans le Vieux-Montréal? Maintenant, je vais céder la parole quand même. Il faudrait voir comment la Ville a réfléchi sur cette question-là aussi depuis un certain nombre d'années. Alors, donc, les représentants de la Ville vont maintenant nous présenter le bilan de l'évolution du Vieux-Montréal tel qu'ils le voient depuis des décennies. Merci, Mme Lessard. J'espère que vous n'allez pas nous quitter. Vous allez rester avec nous. Parfait. Et ils vont nous indiquer maintenant quelles sont les mesures qu'ils proposent pour poursuivre la conservation du Vieux-Montréal et sa mise en valeur. Monsieur Jean-Robert Choquet, qui est directeur de la Direction de la culture et du patrimoine du service de la qualité de la vie de la Ville de Montréal. Dans quelques instants, va nous présenter l'équipe de la Ville qui est là aujourd'hui pour répondre à vos questions et présenter le plan, ainsi que les participants de l'arrondissement Ville-Marie qui l'accompagnent. Avant de lui céder la parole, je voudrais vous présenter nos panélistes qui vont intervenir dans le courant de l'après-midi et nous amener leur vision. Vous allez voir, on a des gens qui viennent de différentes perspectives. Alors, M. Gilles Lauzon, voulez-vous vous lever, M. Lauzon? M. Gilles Lauzon est historien du patrimoine, co-auteur du livre « L'histoire du Vieux-Montréal à travers son patrimoine ». Il sera un de nos panélistes. M. Paul Arsenault, qui est titulaire, chaire de tourisme Transat, professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. M. André Delille. M. Delille est directeur général et conservateur du château Ramsay, président du regroupement des musées d'histoire de Montréal. M. Dinou Boumbarou. M. Boumbarou est directeur des politiques à Héritage Montréal. Et Mme Hélène Godin. Mme Godin est vice-présidente exécutive à la création et associée chez Sidley Incorporé. Alors maintenant, M. Choquet, la parole est à vous. Alors, bonjour. Ah, voilà, c'est mieux. Bonjour, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs.
Je voudrais tout d'abord vous présenter les collègues qui m'accompagnent à la table. À ma gauche, M. Ronald Delcourt de l'arrondissement Ville-Marie. À ma gauche immédiate, M. Claude Dauphinet. Et à ma droite, ma collègue Isabelle Dumas, chef de division patrimoine. Nous accompagnent également, mais non pas en avant, mais dans la salle, nos collègues Gilles Morel, Gilles Dufort ainsi que Robert Desjardins, qui ce dernier étant à la direction des Grands Parcs. En ce qui concerne le document, j'aimerais souligner le travail, à mon avis, de très grande qualité rédactionnelle de mon collègue à ma gauche, Claude Dauphinet. C'est pas évident de faire un document qui est de nature administrative, institutionnelle et qui soit écrit clairement. En tout cas, à mon avis, le document est écrit clairement. En ce qui concerne le contenu, je vous laisse en juger, bien sûr. Et s'il n'y avait pas de crédit photo dans le document, ce qu'on fait toujours habituellement, mais s'il n'y avait pas de crédit photo, c'est que les photographies ont été prises par notre collègue Denise Caron, à qui je rends également hommage. Ce sont une série de nouvelles photos, de nouvelles façons de voir le Vieux-Montréal. On a trouvé que c'était aussi de grande qualité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de dire un mot sur notre collègue Gilles Morel, que plusieurs d'entre vous connaissez. Gilles va nous quitter dans très peu de temps, dans quelques jours, pour reprendre le cliché habituel d'une retraite bien méritée, mais malheureusement, c'est la meilleure phrase qui me vient en tête. Gilles a été, depuis de très nombreuses années, l'incarnation pour la Ville de Montréal du Vieux-Montréal. Je suis certain que déjà dans les discussions qui se sont faites tantôt, particulièrement sur les calèches et les caléchiers, Gilles aurait eu plein de choses à vous dire. Et ça pourrait être le cas si jamais la discussion se poursuit sur ce sujet ou sur bien d'autres, puisque Gilles a acquis une très grande expertise de beaucoup d'aspects du fonctionnement du Vieux-Montréal. Et je le remercie pour toutes ces années au service des Montréalais et des résidents du Vieux-Montréal. Avant de passer la parole à Claude qui va faire la présentation, simplement pour les personnes encore là, celles qui sont plus préoccupées de façon plus immédiate du fonctionnement du côté de la ville du Vieux-Montréal et qui vous demandez qu'est-ce qui va se passer après le départ de Gilles, on l'a déjà prévu et on a travaillé avec nos collègues de l'arrondissement Ville-Marie pour clarifier les responsabilités des uns et des autres, ce qui fait que c'est un duo, à toute fin pratique, qui va non pas remplacer une seule personne, puisqu'il y avait aussi déjà des gens de Ville-Marie qui y travaillaient. Mon collègue Ronald Delcourt pour Ville-Marie et notre collègue Gilles Dufort, qui est à la table en avant, vont être les co-responsables administratifs du suivi, non pas seulement des recommandations, mais du fonctionnement régulier du Vieux-Montréal, tout dépendant des aspects qui sont traités. Donc, je pourrais répondre après la présentation ou à la fin de la séance à des questions si vous en avez là-dessus. Ronald et Gilles sont également à votre disposition. Alors, je vais maintenant céder la parole à Claude Dauphinet qui va faire la première de 3 présentations puisqu'il y a 3 événements organisés par l'Office. On pourra par la suite, évidemment, répondre à des questions ou par la suite à des interrogations qui sont présentées par des gens de la salle. Alors, Claude Dauphinet. Merci. Merci. Le plan de protection et de mise en valeur est destiné particulièrement à deux objectifs, c'est-à-dire de prendre le relais du plan d'action pour le Vieux-Montréal, qui a été mis en œuvre par la Ville depuis son adoption en 1998, et aussi à mettre le Vieux-Montréal au cœur des célébrations du 375e anniversaire de Montréal en 2017. Oups. En termes de présentation, on va commencer par faire un état de la situation, donc un bilan de ce qui s'est passé depuis la mise en œuvre du plan en 1998. On va s'attarder aux objectifs du plan, il y en a 3. Et ensuite, on va présenter les propositions de mesures relatives à la mise en valeur et à l'enrichissement des patrimoines du Vieux-Montréal et celles visant à maintenir et à accroître son attrait auprès des visiteurs et des touristes. Et on va détailler donc dans le contexte de la relation avec la ville, la relation avec le fleuve, on parlait du domaine public, du cadre bâti, du patrimoine archéologique et enfin de la destination touristique ou culturelle et récréo-touristique.
Depuis 1998, le domaine public a été grandement réaménagé et le plan Lumière, son développement s'est poursuivi. On a consacré donc près de 50 millions à des réaménagements majeurs et au plan Lumière. Reste toutefois qu'il y a des voies importantes qui sont encore à réaménager. On a une absence presque complète de signalisation, d'orientation, de repérage, destinée surtout aux gens qui viennent visiter ou se déplacer dans le Vieux-Montréal. Et on a sur le domaine public des cafés-terrasses et des kiosques d'artisans qui souvent déparent le paysage. Sur la carte, un coup d'œil rapide, je vous dirais, on a, au moment de réaménager le domaine public, particulièrement dans les places, par exemple, inclus des éléments de mise en valeur du patrimoine archéologique et aussi des œuvres d'art. Je pense particulièrement au square d'Alousie, par exemple, où il y a une œuvre qui trône en plein centre de la place. Le cadre bâti du Vieux-Montréal s'est aussi grandement amélioré. On a consacré beaucoup d'efforts à la restauration des bâtiments et à ce jour, plus de la moitié des édifices du Vieux-Montréal ont bénéficié de subventions à la restauration des bâtiments. Il y a eu la construction d'une vingtaine de nouveaux bâtiments, une bonne partie quand même sur le site du Faubourg Québec qui est inclus dans l'arrondissement historique. On a vu une diminution importante des bâtiments vacants ou vétustes. Mais reste qu'il y a encore plusieurs terrains vacants, dont 2 propriétés municipales, et la transformation des bâtiments existants qui se poursuit, qui met toujours en jeu les caractéristiques d'intérêt du bâtiment lui-même, mais aussi de l'ensemble dont il fait partie. Un coup d'œil rapide à la carte ici nous permet de constater une répartition donc, des dossiers de subvention, c'est ce qui est indiqué sur la carte, sur l'ensemble du territoire, sauf dans une certaine mesure dans le secteur Est. Mais reste qu'au total, à peu près l'ensemble du quartier a bénéficié donc de ce soutien à la restauration. Le Vieux-Montréal est un quartier aujourd'hui habité, très fréquenté et diversifié, offrant un large éventail de fonctions urbaines et d'activités. Son caractère multifonctionnel a continué de se développer. On a, en statistique 2011, nous dit qu'il y a près maintenant de 3500 résidents dans le Vieux-Montréal comme tel. On a des entreprises qui s'installent et qui font affaire dans le Vieux-Montréal de façon à peu près similaire à ce qu'il y a au centre-ville. Les administrations publiques qui sont tout de même assez importantes dans l'activité économique du Vieux-Montréal. On a maintenant une fonction hôtelière qu'on peut dire digne de ce nom. Et on a vu une hausse considérable de l'achalandage du Vieux-Port. Mais reste que l'équilibre entre les fonctions et la cohabitation entre les usagers est encore à améliorer. L'offre commerciale ne répond pas de façon complète aux besoins de toutes les clientèles. Et dernier point qu'on souligne, mais non le moindre, en dehors de la saison estivale, la partie est, particulièrement du Vieux-Montréal, est plutôt désertée. Du côté de la destination culturelle et récréo-touristique, l'attrait Vieux-Montréal, on a vu depuis 1998 un accroissement quand même notable de l'offre d'activités, notamment au Vieux-Port et quand même durant l'hiver. Il y a une augmentation constante de l'offre culturelle et un maintien des activités de la gare maritime Iberville au port. Mais reste qu'on n'a pas encore une vision ou une coordination d'ensemble de ce qu'on pourrait appeler le produit touristique Vieux-Montréal. Et on ignore jusqu'à quel point la destination Vieux-Montréal offre un produit original et concurrentiel. Comment elle se positionne par rapport à d'autres destinations, ou encore comment elle répond, ou jusqu'à quel point répond-elle aux attentes des Montréalais et des visiteurs de toute provenance. Par ailleurs, dans le cadre du plan de transport de Montréal, qui a été adopté en 2008, un plan sectoriel de gestion des déplacements a été élaboré pour le Vieux-Montréal, a fait l'objet de plusieurs discussions. Et par ailleurs, une des mesures de ce plan visait la partie est de la rue Saint-Paul, où la piétonisation estivale qu'on y a développée nous apparaît maintenant relativement ancrée dans les habitudes. Mais il reste que la mise en œuvre de ce plan qui a été adopté reste pour une bonne part à faire encore.
les développements dans les faubourgs et dans le quartier international ont réduit l'enclavement du Vieux-Montréal et ont aussi amené de nouveaux services à la portée des résidents. Mais il reste que les liens fonctionnels et formels entre le Vieux-Montréal et la ville restent à compléter pour son bien. Et ces liens, présentement, sont difficiles, par exemple, pour se rendre à certains services qui sont offerts maintenant autour du Vieux-Montréal. Les piétons doivent emprunter des parcours dont l'échelle et les qualités urbaines n'offrent pas particulièrement une expérience des plus agréables. On peut penser à la traversée et aux espaces adjacents à l'autoroute qui n'ont pas particulièrement de qualité pour les piétons. Donc, après avoir soutenu la restauration et la réappropriation graduelle du Vieux-Montréal par la société civile, les efforts ont permis, donc, ces dernières années, la consolidation du milieu de vie, de la richesse patrimoniale et de la vocation touristique du Vieux-Montréal. On pourrait se dire que le Vieux-Montréal va relativement bien, mais il y a place pour faire mieux encore, considérant notamment l'importance des lieux. Et donc, à partir d'un bilan qui fait état d'acquis assez solide, le plan propose de rehausser la qualité de chacune des 3 dimensions essentielles du Vieux-Montréal, c'est-à-dire à la fois donc son milieu de vie, le haut lieu du patrimoine montréalais et la destination touristique. Et pour ce faire, le plan établit 3 objectifs que vous avez là depuis tantôt à l'écran. Soutenir donc un milieu de vie complet de qualité qui génère sa propre vitalité l'année durant. Affirmer l'identité du Vieux-Montréal tout en l'enrichissant. On parle ici particulièrement de patrimoine urbain, de patrimoine construit. Et enfin, de créer une destination renommée qui procure une expérience qui est à la fois authentique et enrichissante aux Montréalais et aux visiteurs de toute provenance. Aujourd'hui, nous nous concentrons surtout sur les mesures proposées pour la réalisation des 2 derniers objectifs. Affirmer l'identité du Vieux-Montréal et l'enrichir repose essentiellement sur la protection et la mise en valeur du paysage historique et des éléments qui forgent l'identité et la spécificité du Vieux-Montréal. Le plan pose que toute intervention projetée, tant sur le domaine public que sur le domaine privé, doit prendre en compte ce paysage historique du Vieux-Montréal, tenir compte des vues vers et depuis et des repères qui émaillent le panorama du Vieux-Montréal, être sensible au caractère patrimonial et historique, reconnaître l'intérêt patrimonial du lieu, du bâtiment ou de l'aménagement qui est visé par l'intervention, et enfin, d'assurer un apport enrichissant aux composantes existantes. À travers la relation du Vieux-Montréal avec la ville ou avec son contexte, nous posons que le développement des quartiers limitrophes est essentiel à la consolidation du Vieux-Montréal comme milieu de vie complet de qualité. Il faut que le quartier soit mieux relié, que les liens soient plus conviviaux. Par ailleurs, l'isolement relatif du Vieux-Montréal a protégé en quelque sorte sa visibilité, sa spécificité et même sa silhouette caractéristique au sein de la ville. L'enjeu est donc de mieux relier le Vieux-Montréal, c'est nécessaire, tout en protégeant ses caractéristiques spécifiques. Donc, on va prendre en compte les caractéristiques spécifiques et s'assurer de mettre en valeur le Vieux-Montréal comme ensemble au sein de la ville et comme paysage urbain distinctif. Dans les mesures proposées, la première, de bonifier le cadre réglementaire de manière à permettre un examen plus fin des interventions en périphérie, de documenter les vues d'intérêt, de développer des objectifs et des critères qui viseraient leur protection et leur mise en valeur, de mettre en valeur des belvédères existants, il y en a quelques-uns dans le Vieux-Montréal, mais d'identifier et de rendre accessibles d'autres lieux semblables, et en dernier, de rétablir la rue Sanguinet après avoir déterminé un nouvel emplacement, je dirais la rue Sanguinet entre les rues Vigée et les rues Saint-Antoine, après avoir déterminé un nouvel emplacement et une configuration qui serait plus appropriée pour cette bretelle d'autoroute qui, présentement, y aboutit. L'essentiel de la réalité historique du Vieux-Montréal, voire de la ville tout entière, tient à sa fondation au point précis de rupture de la navigation sur le Saint-Laurent. La relation entre le fleuve et le quartier historique, qui à l'époque était immédiate depuis la grève, s'établit aujourd'hui à travers le secteur des quais du Vieux-Port.
La gestion de la relation visuelle entre le fleuve et le cœur du Vieux-Montréal est donc essentielle à la mise en valeur du quartier historique et ça doit passer notamment par la mise en valeur des vues depuis et vers le fleuve, des vues cadrées sur le Vieux-Port et aussi d'un aménagement intelligible de l'interface entre à la fois le bâti urbain, le cœur du Vieux-Montréal, et le vaste espace ouvert qu'est le Vieux-Port. Cette interface, on le trouve à la rue de la Commune et il faudrait donc intervenir particulièrement aux axes, entre autres Berry, Jacques-Cartier et Saint-Laurent. Dans les mesures proposées, le plan propose une réflexion conjointe entre la Ville et la Société du Vieux-Port pour planifier et gérer la relation visuelle entre le fleuve et l'arrondissement. Donc, de se concerter sur l'aménagement des lieux d'interface entre le Vieux-Port et le reste du quartier. On peut, par exemple, penser même à des éléments comme les plantations qui peuvent soit soutenir les vues ou, au contraire, les limiter. Du côté de la pointe du Moulin, l'objectif est de soutenir un éventuel legs significatif pour le 375e de la Fondation de Montréal, avec l'objectif d'en conserver les structures, d'introduire de nouvelles fonctions et des usages qui seront compatibles avec le vieux, et d'ouvrir au public un point de vue ou un belvédère en exploitant la hauteur des installations. La réappropriation du quartier par la société montréalaise au cours des dernières décennies a démontré la portée structurante des investissements publics majeurs qu'on a vus tantôt dans l'aménagement des espaces publics et des rues du Vieux-Montréal. Des investissements qui ont aussi eu pour effet de stimuler le développement des propriétés privées qui bordent ce domaine public. Donc, ces espaces publics constituent par ailleurs le lieu par excellence de rencontre et d'échange pour les occupants, les visiteurs, un lieu privilégié pour apprécier l'histoire et le patrimoine du quartier. En ce sens, le domaine public requiert une vision d'ensemble qui assurera des aménagements durables et de qualité, qui assurera la mise en valeur des caractéristiques historiques et patrimoniales, une contribution positive au paysage, l'accessibilité universelle et la priorité aux piétons. On propose donc de développer et d'implanter un concept de voie partagée piéton-auto, donc un partage beaucoup plus égal, et l'implanter dans un premier temps sur la rue Saint-Paul. D'actualiser les critères de design des aménagements et du mobilier urbain, de déployer une signalisation d'orientation et de repérage, d'organiser les modalités de gestion et d'entretien du plan lumière, revoir les normes d'aménagement des cafés-terrasses, et mettre en place un mode de gestion des cafés-terrasses qui comporterait un engagement plus direct des commerçants, de ceux qui exploitent ces terrasses. Du côté du cadre bâti, ce cadre bâti aménagé témoigne éloquemment de l'évolution du Vieux-Montréal ou de la cité depuis sa fondation. Et considérant la nature dynamique de la ville dans laquelle ce cadre s'inscrit, et des activités de ses occupants et utilisateurs, il est encore appelé à évoluer. Donc, dans la gestion de ces changements, l'affirmation de l'identité du Vieux-Montréal et son enrichissement reposent sur la conservation du bâti et des aménagements, la protection et la mise en valeur de leurs caractéristiques d'intérêt, et enfin, l'intégration d'interventions contemporaines de grande qualité, respectant l'authenticité des lieux. Avec l'expérience de plusieurs années de co-gestion du territoire par la Ville avec le ministère, on a développé différents outils de travail et nous sommes maintenant, ce que nous proposons au moment, de raffiner les méthodes d'analyse et d'évaluation des interventions, en se basant notamment sur l'utilisation d'un processus qui permet d'énoncer l'intérêt patrimonial des propriétés ou des lieux qui sont visés, et aussi d'élaborer des critères, des objectifs spécifiques au territoire du Vieux-Montréal, ce qui n'existe pas présentement. Il y a des critères pour des secteurs significatifs, mais qui ne sont pas spécifiques au territoire du Vieux-Montréal. On va maintenir le soutien à la restauration des bâtiments, développer une stratégie permettant de stimuler la construction des terrains vacants, et notamment des propriétés municipales. Et un autre point, en vertu d'un nouveau pouvoir qui est inclus à la loi sur le patrimoine culturel, le plan propose la protection de certains intérieurs d'intérêt du Vieux-Montréal et le soutien à leur restauration.
Et enfin, pour un arrimage plus serré de la gestion de l'affichage entre le ministère et la Ville, on reverra les normes d'affichage. Depuis plus de 3 décennies, j'en ai glissé un rapide mot tout à l'heure, le patrimoine archéologique a fait l'objet de multiples interventions, d'analyses et de mise en valeur dans le Vieux-Montréal, si bien qu'aujourd'hui, le quartier est sûrement le secteur de la ville où l'archéologie est la mieux documentée et présentée. Beaucoup d'efforts ont été consacrés à révéler la présence et la valeur de ce patrimoine. On pense notamment, il y a des artefacts qui ont rejoint les diverses collections, mais on pense beaucoup aux vestiges qui ont été mis au jour et qui sont maintenant exposés dans leur contexte d'origine, par exemple au Champ de Mars ou au musée de Pointe-à-Calière, mais aussi à la stratégie de marquage au sol, à même le revêtement de surface des rues et des places publiques, pour mettre en valeur les vestiges des fortifications et des principaux lieux d'établissement du 18e siècle. Malgré cela, on constate que les moyens mis de l'avant sont peu remarqués ou compris par les promeneurs, les tant citoyens que visiteurs qui fréquentent le Vieux-Montréal. Ainsi, l'affirmation toujours de l'identité du Vieux-Montréal repose aussi sur une meilleure compréhension de ce patrimoine. Et pour cela, il faudrait renouveler l'approche qui a été mise de l'avant depuis 20 ans et d'adapter aussi les outils d'interprétation aux divers publics. Dans les mesures proposées, en premier, on veut revoir le concept de présentation et de mise en valeur des vestiges de manière à améliorer notamment la compréhension du grand public du marquage au sol. Marquage que la Ville entend poursuivre plutôt que la mise en valeur in situ de façon à assurer la pérennité des vestiges concernés. On va aussi élaborer une approche d'interprétation spécifique au Montréal fortifié du 18e siècle, développer les moyens de diffusion et développer la diffusion des outils d'interprétation. Je vais faire une petite... En termes de destination, une enquête qui date de quelques années nous permet de savoir que les touristes, les excursionnistes et les Montréalais eux-mêmes sont attirés par la beauté architecturale du Vieux-Montréal, son cachet patrimonial et historique, le Vieux-Port, l'ambiance chaleureuse et l'animation qui y règne de façon assez générale. Depuis 1998, la Ville a misé avant tout sur le fait que le Vieux-Montréal constitue un ensemble exceptionnel à l'échelle de l'Amérique du Nord. À l'échelle du Québec, par les attributs historiques et patrimoniaux qu'on considère assez uniques au Vieux-Montréal et aussi sur son importance dans l'histoire québécoise et canadienne. À l'échelle de l'Amérique du Nord, puisque peu de grandes villes nord-américaines ont conservé leur centre ancien, et plus largement, on mise sur le fait que quelques attraits ont une notoriété qui peut s'étendre de par le monde. Nous pensons particulièrement au musée de la Pointe-à-Calière. Donc, pour affirmer l'identité du Vieux-Montréal, tout en faisant un lieu renommé, il faut s'assurer que celui-ci représente un produit original de calibre supérieur qui se démarque de la concurrence et un produit qui incite les Québécois à venir le visiter et qu'il soit positionné avantageusement auprès des clientèles hors Québec, donc d'ailleurs. Pour ce faire, il s'agirait de préciser donc la nature du produit, Vieux-Montréal, si on peut s'exprimer ainsi, renforcer le sentiment d'appartenance des Montréalais, des Québécois envers le Vieux-Montréal et son patrimoine, et se préoccuper d'assurer une expérience de qualité aux visiteurs. Et pour ce faire, la principale mesure requiert la prise en charge et la coordination des actions de tous les acteurs, qui est nécessaire pour pouvoir donc déterminer un positionnement du Vieux-Montréal, la perception qu'en auront les visiteurs tant au Québec qu'à l'étranger, les points forts sur lesquels miser pour en développer l'attrait et les stratégies qui seraient appropriées à sa mise en marché et au suivi de sa performance et de sa qualité, d'obtenir une rétroaction. Donc, de créer un lieu de réflexion et d'orientation qui permettrait justement de préciser et développer la destination, d'assurer un suivi de sa qualité et de mettre en œuvre une stratégie de promotion, donc qui serait relativement concertée, assurant un positionnement distinctif du Vieux-Montréal dans l'offre globale aussi de la Ville, donc par rapport aux quartiers
thèmes ou quartiers qui ont une personnalité aussi ailleurs dans le Vieux-Montréal ou d'autres installations d'attrait touristique. Merci de votre attention et c'est ce qui termine, Madame la Présidente, notre rapide présentation. Alors, merci bien, M. Dauphinet, M. Choquet. Je vous inviterai à retenir vos questions. On va s'arrêter tout de suite pour une petite pause et par la suite, on va revenir. On va entendre 3 de nos panélistes et là, on va ouvrir aux échanges avec la salle. Vous pourrez poser des questions autant à la ville qu'aux panélistes. Et là, on commence vraiment à essayer d'échanger des idées. On fera ça pendant une vingtaine de minutes. Et ensuite, on entendra nos 2 derniers panélistes et non les moindres. Et puis, on aura encore une bonne demi-heure pour échanger. Peut-être que pendant la pause, l'idée de se rappeler la dernière question qui a été soulevée. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans le Vieux-Montréal? Je pense que ça a été formulé de manière intéressante, courte et en capsule. Alors, il y a du café en arrière, il y a des jus. On se détend pour une quinzaine de minutes.